m'appelle Benjamin Offray, j'ai 21 ans, je fais du plongeon depuis 6 ans à l'INSEP, ma spécialité c'est le 10 mètres et voilà, je suis qualifié pour les JO de Rio. Avant de faire du plongeon, j'ai commencé par la gymnastique. Dans mes premières années, je faisais aussi de la natation. Après, la gymnastique a pris le dessus et j'ai pas pu faire les deux. Malheureusement, je me suis blessé pendant la croissance. La gym, c'est assez traumatisant et les problèmes de cartilage, donc rien de grave, mais juste des problèmes de croissance. Et du coup, j'ai perdu mon niveau. Mais j'ai eu la chance que mes deux entraîneurs, donc mon entraîneur de gym de l'époque et mon entraîneur de plongeon actuel se connaissent. On m'a dit, il y a peut-être une chance de continuer ailleurs, une voie. Et bah, je me suis dit, autant essayer pour pas regretter. Et non, ça m'a tout de suite plu et voilà, après, je suis encore là et ça s'est plutôt bien passé. Mon lien avec mon entraîneur à l'INSEP, il est pas compliqué, j'ai commencé avec lui. Je me suis construit avec lui, j'ai mes repères avec lui, j'ai ma façon de travailler avec lui. Donc voilà, c'est une relation de confiance, on sait comment ça fonctionne, il sait comment je fonctionne, je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il va me dire, il sait ce que je vais lui répondre. Donc on arrive en compète, c'est rodé. Donc pour l'instant aussi c'est une belle aventure tous les deux. Pour moi, le sport de niveau, c'est ça, c'est beaucoup de persévérance, du mental et surtout savoir pourquoi on le fait. La différence pour moi entre un excellent plongeur et un plongeur un petit peu en dessous, c'est que quand on va avoir deux fois le même plongeon, il y en a un, on va dire c'est facile, ça coule de source, et il y en a un autre, on va voir qui force en fait. Faut pas montrer que c'est dur, faut pas montrer qu'on force, faut pas montrer qu'on souffre et tout ça. C'est de la souplesse, de l'élégance, de la fluidité, de l'explosivité, de l'acrobatie. Donc c'est un sport qui regroupe quand même pas mal de choses, même si ça dure qu'une seconde 5, en fait, c'est quand même assez complet. Au niveau sensation, c'est plus avant, il y a la hauteur, l'adrénaline et tout ça, on sent le corps qui bouillonne un peu. Et après, en l'air, ça va très très vite. Sur les plongeons simples, si on plane, on vole, on est un peu libre. Après, quand on part là-haut et qu'on part pour faire un triple et demi, on est focalisé sur la technique. Quand c'est des plongeons qu'on fait en compétition qui sont vraiment timés au dixième de seconde, on n'a pas le temps. Quand je me suis qualifié pour les JO, ça arrive, on se dit ça y est, j'y suis et je l'ai fait et voilà, c'est un rêve de gosse. Ouais, c'est le meilleur moment forcément. Moi, mon objectif pour les JO, c'est d'accéder en finale. C'est vraiment tous les JO, c'est la fin de saison, c'est l'accomplissement, c'est un rêve et tout ça, donc il va falloir pousser le rêve aussi loin qu'on peut. À l'origine du château de Vincennes, il y a eu successivement un pavillon de chasse, puis un manoir des rois capétiens. Au XIVe siècle, Charles V fait terminer le donjon, dont les fondations ont été commencées par son grand-père, Philippe de Valois. Le château de Vincennes devient alors, avec le Louvre, l'un des châteaux les plus importants de l'histoire de France. Je vais rejoindre Odile Bordaz, conservateur du patrimoine, qui va nous faire la visite du château. Nous arrivons sur la terrasse du Châtelet, avec devant nous le donjon du XIVe siècle, construit par Charles V. Et le Châtelet, puisque nous sommes sur cette terrasse du Châtelet, c'est à la fois un lieu pour surveiller, mais en même temps un lieu que le roi avait choisi pour gouverner et donc pour en faire le centre de cette capitale politique du royaume qu'était le château de Vincennes. C'est un roi vraiment fondamental dans l'histoire de France, puisqu'on peut dire qu'il est à l'origine de l'État moderne. D'abord, pour Vincennes, c'est un roi évidemment d'une extrême importance, puisque nous lui devons la construction du donjon. Par la suite, il va compléter son œuvre pour protéger l'ensemble du site de Vincennes, parce que pour y installer une capitale politique, il faut également qu'il y ait des bâtiments réservés à toute la cour. Donc tout ce petit monde doit habiter sur place, d'où ce mur d'enceinte dans un espace qui, à la fin du XIVe siècle, couvrira, imaginez quand même, 9 hectares. C'est énorme. Pour l'époque, c'est bien simple. C'est le plus grand, le plus vaste château d'Europe à la fin du XIVe siècle. Donc nous voici dans la chambre du roi, au deuxième étage
du donjon et cette chambre du roi qui était la chambre de parade, d'apparat de Charles V. Il recevait ses hôtes illustres. C'est ainsi qu'il a reçu l'empereur Charles IV. C'est un décor que l'on retrouve à différents niveaux du donjon et même dans d'autres parties du château, des sculptures qui représentent les symboles des 4 évangélistes aux 4 angles et des figures de prophètes au milieu des murs. Et un autre décor sur les murs, un peu plus bas, qui lui est l'œuvre de prisonniers. Après avoir été résidence royale pendant plusieurs siècles, le donjon va devenir prison. Et c'est essentiellement à partir du règne de Louis XIII et du ministère de Richelieu que Vincennes, à l'égal de la Bastille, va devenir la grande prison d'État. Nous voici dans la Sainte-Chapelle royale du château de Vincennes. Cette Sainte-Chapelle a été fondée par Charles V en 1379, donc un an avant sa mort. Charles V étant mort, c'est à son fils Charles VI qu'il reviendra de faire commencer les travaux. Mais en raison de la maladie mentale du nouveau roi, la fameuse folie de Charles VI, les travaux vont être interrompus et terminés simplement au milieu du XVIe siècle. 1552, c'est la date de consécration de la Sainte-Chapelle par le roi Henri II. L'architecte d'Henri II, Philibert Delorme, a soigneusement respecté le style voulu par Charles V, qui est donc celui encore du gothique. Dans cette Sainte-Chapelle, l'élément de décor évidemment le plus remarquable, c'est certainement cet ensemble de vitraux, des vitraux du milieu du XVIe siècle, qui illustrent le thème de l'Apocalypse de Saint Jean. Un chiffre, plus de 100 000 visiteurs en 4 mois depuis le 17 mai 2007, jour de la réouverture du donjon après 12 ans de travaux de rénovation. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du château de Vincennes, château-vincennes.fr. Nous n'irons pas à Avignon, mais plutôt à Vitry-sur-Seine. Le contre-festival de théâtre, de danse, de musique et performance Nous n'irons pas à Avignon ouvrait sa 18e édition mercredi 6 juillet dans l'ancienne gare du Paris-Orléans, reconvertie en gare au théâtre, un lieu pluridisciplinaire dédié à la création contemporaine. Premier spectacle du festival, La bouteille à la mer de la compagnie 3,33 m, un spectacle jeune public mais pas que, qui aborde avec humour et décalage le réchauffement climatique. Paul Cactus, qu'est-ce que je suis content du réchauffement climatique! Je vais enfin visiter les châteaux de la Loire! Pas d'eau! On refuse de germer, nous, les graines! Qui sème le réchauffement récolte le désert! C'est la collaboration entre Gare au Théâtre et l'Exploradome pour produire un spectacle au moment de la COP 21. Donc en fait, c'est ça. Et l'idée était aussi de travailler en collaboration avec des enfants des centres de loisirs de Vitry, je pense. Et donc l'idée était que ces enfants faisaient un travail scientifique avec l'Exploradome pour essayer de comprendre les mécanismes de ce réchauffement qui est un peu complexe. Voilà. Et puis nous, on abordait la partie artistique, c'est-à-dire qu'on essayait de rêver à des solutions, on pouvait écrire de la poésie, on pouvait les faire improviser, leur faire faire du théâtre. Et cette matière première-là, eh bien, il y a des strates dans le spectacle, puisque ça a été utilisé ensuite pour monter le spectacle au mois de novembre, quand on a commencé la création. On pense que les enfants peuvent changer les choses, mais que c'est peut-être un travail éducatif qu'il faut prendre à la base, déjà. Voilà. Un spectacle aux multiples personnages sous effet de serre, qui permet de rire des choses graves et qui fait réfléchir grands et petits. C'était bien, il nous expliquait comment ça se passait. Ça parlait du réchauffement climatique, de la pollution.
C'était drôle et triste à la fois en même temps parfois. Pour les enfants, pendant toute l'année, ils ont travaillé certains sur un projet sur le développement durable. Et c'était un bon outil de venir voir les spectacles pour les sensibiliser encore davantage d'une autre façon. On va continuer à travailler dessus, et sur le développement durable, sur la sensibilisation, ainsi de suite. C'est important que les enfants l'amènent à la maison aussi, pas qu'au centre de loisirs. J'ai trouvé ça très intéressant, de façon plutôt ludique et enjouée, parler de problèmes assez graves, d'en parler de façon simple aux enfants, en même temps instructive aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un juste mélange des genres. Puis du coup, le message a l'air de porter. Voilà. Je suis venue en tant que professionnelle pour voir le spectacle et voir si je pouvais le programmer dans mon établissement. Nous n'irons pas à Avignon, c'est jusqu'au 24 juillet à la Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Le principe, un spectacle toutes les heures, entre 15h et 22h. Pour ses 18 ans, le festival propose 104 représentations, dont 13 créations, avec 120 artistes tomatés. Je m'appelle Gérard Mémy, je suis le dirigeant de l'entreprise Mémy depuis 1994. Mon père s'est installé ici à Ivry-sur-Seine en 1989 et c'est depuis 1989 que nous sommes au fond de cette cour, donc à Ivry-sur-Seine. Mais le produit, la boutargue ou poutargue, est bien plus vieux que ça puisqu'on trouve trace de ce produit 7 siècles avant Jésus-Christ en France. Ce sont des œufs de mulet donc sauvages qui sont salés et séchés. Donc le mieux pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce produit, c'est de me suivre et de voir en fabrique de quelle manière ça se passe. Ici on se retrouve dans le cœur de la salle de fabrication où les œufs que nous avons réceptionnés à l'état congelé ont été décongelés. Ensuite, salé, c'est l'étape que vous voyez ici. Dessalé, c'est l'étape que vous voyez ici. Et ensuite, nous allons les mettre sur des plaques pour les faire sécher. Donc, vous voyez ici le principe de nos produits qui ont été séchés et ensuite qui ont été cirés. Donc, c'est une étape que nous faisons intégralement à la main. C'est la particularité de ce produit, c'est un mode de conservation ancestral. On fait ça à la main, c'est un choix car on veut garder ce côté artisanal et puis ça nous permet aussi d'avoir des étapes de contrôle beaucoup plus importantes. Alors là vous avez le produit fini donc qui a été ciré, voilà, donc c'est tout simple, c'est un produit quasiment prêt à être consommé directement. Il y a quand même quelques secrets de dégustation. Le premier secret, c'est avec un couteau sans dents pour ne pas exploser les œufs de poisson à l'intérieur. Deuxièmement, d'enlever les deux petites pointes arrondies parce que parfois la vésicule biliaire du poisson touche le bout arrondi. Donc pour ne pas avoir une amertume en bouche, on coupe les deux arrondis et ensuite tout simplement on découpe avec la cire de cette manière. La cire s'enlève automatiquement de cette manière et on mange l'intérieur. Alors ce qui est très important, c'est de déguster toujours ce produit à température ambiante, couteau sans dents, et puis le boire avec un alcool fort. Ça se marie très bien avec le vin blanc. Enfin tout est permis sauf le vin rouge où là l'association des deux n'est pas terrible. C'est un produit qui ne laisse pas les gens indifférents, donc on peut aimer comme on ne peut pas aimer également. Quand on aime, on peut en devenir vraiment accro et avoir vraiment un coup de foudre pour ce produit, mais d'une manière instantanée. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est relativement salé et c'est un produit qui, malgré le naturel de ce produit, puisqu'il n'y a pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs, c'est un produit qui est très facile à manger et qui a un exhausteur de goût extraordinaire et qui se déguste particulièrement à l'apéritif.